Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Delahaye. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes psychologue, psychothérapeute, formatrice et vous avez fondé le centre Chrysalide basé sur une approche que vous avez vous-même développée. Et on en parlera un peu plus longuement à la fin de cet entretien. On vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre livre dont le titre est « Ils n'en sont pas morts, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants » aux éditions Exuvie. Alors, vous revenez effectivement sur la maltraitance invisible chez les enfants, notamment pendant la période Covid. C'est un sujet que nous avons énormément traité aux médias en 442. Qu'est-ce qui vous paraissait important de souligner et de quelle manière cette maltraitance invisible s'est-elle traduite? Alors, ce que j'appelle maltraitance invisible, c'est vraiment toutes ces maltraitances qui ne sont pas du tout reconnues en fait par les adultes, par les professionnels, par les parents en général. Ce sont des maltraitances qui vont avoir un impact psychique sur le développement de l'enfant, parfois même physique. Seulement, en France, on ne reconnaît qu'une seule forme de maltraitance, c'est-à-dire la maltraitance qui laisse des traces et qui est brutale. Tous les actes qui ne font pas de bruit ou qui ne laissent pas de traces sur le corps de l'enfant ne sont pas considérés comme de la maltraitance. Et je pense que c'est par rapport justement à cette vision des choses que peu d'adultes se sont rendus compte qu'on était en train de maltraiter nos enfants pendant la crise sanitaire. Donc c'est intéressant de réfléchir à où est-ce que chacun met le curseur en fait sur l'échelle de la maltraitance, parce que certaines personnes vont juger qu'un test PCR ça n'est pas de la maltraitance, de poser cet acte sur les enfants, dont d'autres estiment que donner une fessée à un enfant c'est de la maltraitance. Enfin, on a du mal à se mettre d'accord en fait sur la notion de maltraitance, sauf si l'acte est vraiment brutal, s'il s'agit de viol ou de coups sur le corps de l'enfant, là c'est très clair, c'est de la maltraitance. Tout le reste, c'est vraiment compliqué de sensibiliser les gens en fait à tous les autres actes du quotidien qu'on va poser sur les enfants et qui vont entraver leur développement, leur potentiel. Or, je pense que tout acte qui entrave le développement de l'enfant doit être considéré comme de la maltraitance. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la maltraitance invisible. C'est qu'en fait, ce sont des maltraitances dont les adultes que j'ai en consultation peuvent me parler de leur enfance notamment, d'un regard, d'une humiliation, d'une privation d'affection, d'une critique qui a pu les marquer profondément et jouer sur le développement de leur potentiel, sur leur vision de la vie, sur leur prise de décision plus tard. Et pour autant, ce sont des maltraitances qu'ils portent, qu'ils côtoient tous les jours, avec notamment leur manque de confiance en eux, leur incapacité à prendre des initiatives, sont liées justement à ces maltraitances, mais elles ne sont pas reconnues. Et comme elles ne sont pas reconnues, en fait, par les adultes, elles sont de nouveau appliquées sur les enfants. Et je trouve qu'il y a un énorme manque d'empathie, en fait, envers les enfants, et c'est vraiment ça qui m'a choquée pendant la crise Covid, c'est que ça devenait flagrant qu'il était compliqué pour les adultes d'être connectés à leur enfant intérieur et du coup de prendre soin de nos enfants. Alors, selon vous, les enfants seraient les plus grandes victimes de cette crise. Pour quelle Oui, raison? parce que c'est eux qui ont subi le plus les protocoles sanitaires, en fait. Ce sont eux les plus fragiles et puis, on a signé quand même, une convention internationale qui dit que, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer dans toutes nos décisions. Or là, on voit qu'on a sacrifié les enfants, on a sacrifié, leur jeunesse. Jamais un adulte à part les soignants, et encore, n'a reçu, autant de demandes de protéger la population avec des tests PCR 3 fois par semaine, heu, parfois sur des bébés et puis la symbolique est énorme de demander à un enfant de faire un test PCR pour pouvoir aller parfois à un anniversaire, voir un grand-parent, pouvoir retourner à l'école. Du coup, symboliquement, on lui dit: «Mais tu dois accepter qu'on porte atteinte, à ton intégrité physique, qu'on te fasse mal pour que des portes s'ouvrent».
Donc ça, dans sa construction psychique, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va accepter demain qu'on fasse sur son corps pour que des portes s'ouvrent? Donc là, il était vraiment plongé dans un chantage, vraiment terrible. Le gouvernement aussi, on peut le rappeler, a joué aussi sur la corde sensible, celle de la santé, de prendre soin, des uns et des autres. Donc les parents, en quelque sorte, n'avaient pas vraiment, d'autre choix que d'appliquer en fait, les règles qui leur étaient, soumises. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a finalement très vite compris que les enfants, quasiment dès le début, n'allaient pas souffrir en fait, de ce virus, que ce n'est pas une maladie pédiatrique. Et puis du coup, les services de pédiatrie, la Société française de pédiatrie a pu, l'affirmer. Ce n'est pas une maladie pédiatrique. Donc très peu d'enfants ont été touchés, gravement par ce virus. Uniquement les enfants qui, présentaient d'autres comorbidités. Donc, très vite, la population s'est dit, les enfants ne sont pas touchés par ça, mais on a fini par oublier que c'était pour ça à la base qu'on devait poser, ces protocoles sanitaires. Et finalement, on est passé dans quelque chose qui était plutôt dans l'idée d'obéir. Donc on est passé de ces protecteurs à, en fait, ce sont juste les règles, on nous demande d'obéir, donc on doit obéir aux règles. Même si cette règle n'avait plus aucun sens et qu'elle, portait atteinte, en fait, à la santé psychique, des enfants, voire physique, peu importe, il fallait appliquer les règles et obéir au gouvernement. Donc le peuple, n'est plus très souverain, quoi, et on oublie que finalement, le président est là pour nous représenter, pas pour, nous diriger comme ça. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors pensez-vous justement qu'il y avait une finalité derrière ces mesures, une finalité de nuire aux enfants, aux parents, aux familles? Alors ça, je ne sais pas, et je pense que dans la plupart, des situations, quand je parle de maltraitance invisible, je dis aussi que parfois on pose, des actes, qui nuisent au développement de l'enfant, mais c'est pas l'objectif forcément à la base. Parfois on pense que c'est comme ça qu'il faut éduquer un enfant, on pense que ça va le protéger, qu'on agisse comme ça envers lui, donc je ne suis pas sûre que le gouvernement ait fait ça pour nuire à l'enfant, ni les professionnels de santé, mais je pense que c'est lié à un manque de connaissances sur le développement de l'enfant et puis à un besoin de se montrer, réactif, par rapport au virus. Mais en tout cas, les conséquences étaient dramatiques sur les enfants. Enfin, les mesures sanitaires ont eu des conséquences bien plus graves que le virus, sur l'enfant, puisque 16 millions d'enfants ont été concernés par ces protocoles sanitaires. Alors justement, on est à 3 ans de recul, on va dire, largement 3 ans Oui. de recul, par rapport à cette crise. Quelles conséquences vous observez, vous, en tant que professionnel? Sur les enfants? Sur les enfants, oui. Alors, pendant la crise, j'ai trouvé que, comme certains psychologues, l'ont dit malheureusement, que l'enfant s'adaptait. C'est-à-dire, on a cru qu'il s'adaptait, mais en fait un enfant, il ne s'adapte pas à la maltraitance. Il est en état de stress chronique en permanence et il apprend à être tout simplement résigné. C'est l'impuissance apprise, en fait. Mais ne plus se débattre devant une situation qui semble inextricable n'est pas le signe, que l'on accepte pleinement la situation et qu'on est heureux dans cette situation. C'est juste le signe qu'on a compris que de toute manière, on n'était pas écouté dans la souffrance. Donc ces enfants se sont suradaptés. Donc quand on se suradapte, le corps est en stress en permanence. Le stress, on sait que c'est nécessaire, mais à forte dose, c'est aussi très toxique. Donc ça crée des dégâts sur l'immunité, sur le cerveau, au niveau cardiaque, sur la peau, etc. Enfin, il y a plein de conséquences. Mais surtout, j'ai trouvé que les enfants donc étaient résignés, mais pas résilients, hein, résignés. Et c'est une fois qu'on est sorti en fait de la scène traumatique, donc de toute cette période Covid, que là je vois les enfants s'effondrer psychiquement. Donc avec notamment des adolescents qui n'arrivent plus à retrouver goût à la vie. Avec les parents, on essaye de les réanimer, de voir ce qui pourrait leur donner envie de vivre. On dit même, bon, on laisse tomber le côté scolaire pour l'instant,
on va chercher à leur faire plaisir, mais il y a plus rien, en fait. Ils se sentent vides, ils pleurent tout le temps et même sous antidépresseurs, on les voit très mal, en fait. Alors revenons à ce titre, Ils n'en sont pas morts. Est-ce que c'était une manière pour vous d'ironiser sur la situation ou c'est un message d'espoir? Oui, c'est tout à fait, c'est ironique, parce qu'à chaque fois qu'on parle de violence éducative ou de violence sanitaire, moi j'entends, «Ça va, ils n'en sont pas morts, c'est pas si grave, c'est pas de la maltraitance» et puis les adultes que je reçois aussi qui me disent: «Ouais, j'ai vécu ça, 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 mais bon, c'est pas non plus, catastrophique ce que j'ai vécu et puis je n'en suis pas mort». Sauf qu'il y a une partie d'eux qui est morte, une partie de nous qui est morte, de notre potentiel, lorsqu'on a vécu des humiliations, voilà, des protocoles sanitaires pour les enfants qui étaient terribles. Il y a une part de leur potentiel, qui est abîmée, bien sûr. Ils ont rien que par rapport au masque, ils ont été, entravés, dans tous leurs mouvements, dans leur apprentissage. On peut pas apprendre avec un masque sur le visage 8 heures par jour, surtout quand on supplie, les adultes, qu'on nous laisse respirer, quoi. Alors à propos du masque justement, vous abordez cette question, mais notamment du port du masque des adultes en présence des Oui. bébés et ses conséquences sur le comportement de ces futurs enfants finalement. Vous relatez le cas de l'expérience de la falaise virtuelle Oui. réalisée dans les années 60 par les psychologues américains Eleanor Gibson et Richard Walk. De quoi s'agit-il et pourquoi ce parallèle? Bah, c'est très intéressant cette expérience de la falaise parce qu'on montre un bébé qui est en âge en fait, de se déplacer, qui va être, positionné au-dessus d'une falaise virtuelle. Donc il y a un plexiglas et dessous, l'enfant voit qu'il y a du vide. Donc l'enfant en fait, en question a déjà la notion, du vide et puis il va regarder en face son parent pour savoir s'il peut traverser ou pas, ce plexiglas. Et si le parent lui fait signe, que c'est possible, qu'il est en sécurité, s'il manifeste, justement de la confiance, l'enfant va traverser en fait, cette falaise et va aller vers l'adulte. Mais donc l'adulte devient un référent social, même si l'enfant perçoit le danger. Donc ce sont les expressions de visage de l'adulte, le sourire, de l'adulte qui vont permettre à l'enfant de se sentir en sécurité et du coup d'explorer son environnement, d'aller de l'avant. Donc évidemment, un adulte avec un masque, sur le visage, ne peut pas transmettre, certains signaux à l'enfant et l'enfant peut avoir du mal à reconnaître aussi, l'adulte comme étant une personne, bienveillante et il peut avoir du mal à ajuster son comportement, puisqu'il n'a pas le visage de l'adulte, pour savoir comment se comporter. Alors à propos de cette expérience, est-ce qu'on peut également faire un parallèle avec, les enfants qui étaient un peu plus âgés, qui ont toléré, donc le port du masque, ces conditions assez, drastiques parce qu'effectivement il y avait l'aval des parents, Bien est-ce sûr. que ça se rejoint finalement? Oui, oui, il y a beaucoup d'enfants qui, n'ont pas pu exprimer, en fait, qui ne se sont pas sentis autorisés à exprimer leur mal-être, par rapport, au port du masque, mais ça veut pas dire qu'ils le vivaient bien. Souvent, on a dit que ce sont les enfants de parents qui manifestaient contre le port du masque, qui étaient contre toutes ces mesures, qui vivaient mal le port du masque, donc ça voulait dire que c'était à cause des parents. Mais mon analyse est différente, c'est-à-dire que c'est justement ces enfants-là qui se sentent autorisés à exprimer leur mal-être, donc ils le font ouvertement auprès des parents, pendant que les autres enfants, eux, en silence, souffrent, mais manifestent, leur souffrance bien autrement. Il y en a qui ont montré des crises de somnambulisme, qui avaient des phobies scolaires, qui se mettaient, à être vraiment très angoissés en permanence, qui ont présenté de l'anxiété généralisée, mais les parents n'avaient pas le décodage, pour faire le lien entre, les mesures sanitaires et les symptômes de l'enfant. Puisque l'enfant ne montre, exprime rarement directement sa souffrance, mais il le fait à travers son corps, en fait.
Alors vous dites que nous sommes, entrés dans l'ère de la perversion. Oui. Comment elle s'est traduite cette, perversion? Je crois qu'en fait, on n'a jamais vraiment pris soin des enfants. Juste avant la période, Covid, on s'est quand même beaucoup intéressé aux neurosciences, à la discipline positive, donc ça, c'était une avancée extraordinaire. Mais finalement, en y réfléchissant, qui l'a vraiment appliqué? Pas grand monde. Je pense que les gens n'ont pas compris, les parents n'ont pas compris, comment on passait de châtiments, physiques à l'époque à une éducation, bienveillante. Donc aujourd'hui, on entend parler, de l'enfant roi, mais pour moi l'enfant roi, n'existe pas. Alors C'est on va y revenir Ouais, justement parce que ça fait aussi partie, c'est ça. de mes questions Mais effectivement, sur la mais sur la perversion, du coup, perversion pardon, j'y surtout. reviens. Donc, l'ère de la perversion, parce qu'on a appris finalement à parler, en douceur avec son enfant, à ne pas trop crier, mais finalement, on s'est mis à appliquer ce que j'appelle des châtiments psychologiques. C'est-à-dire, on est passé de fessées, de gifles, de coups parfois, de la ceinture, et cetera, à, finalement, des violences psychologiques, des violences éducatives, c'est-à-dire, du chantage, des menaces, de l'isolement, des privations, d'affection, ne pas, consoler un bébé qui pleure, le laisser pleurer, la nuit pour qu'il apprenne à faire ses nuits. Voilà, tout ça, ce sont des actes qui sont posés au quotidien sur l'enfant, mais qui entravent son développement. Et le problème, c'est comme on va faire tout ça avec le sourire et on va dire à l'enfant c'est pour ton bien, bah il évolue voilà avec une éducation que je trouve plutôt perverse. Je ne suis pas du tout pour les coups, hein, loin de là, mais finalement c'était beaucoup plus clair avant et maintenant c'est de la violence psychologique, des châtiments psychologiques avec le sourire. Alors là, vous parlez d'éducation et on sent bien que c'est un parti pris d'éducation, qui concerne les parents. Mais est-ce que vous parliez aussi de cette ère de perversion, au sein de la crise Covid, par exemple, au sein des institutions? Est-ce que Oui. c'est plutôt ça? Bah, C'était je plutôt ça trouve ma que question? oui, d'accord. Donc c'est sous couvert de quelque chose à chaque fois, on applique, des violences sur enfants. Sous couvert d'éducation, on va appliquer, certaines violences éducatives. Sous couvert, de protection de la santé, on va appliquer certaines mesures sanitaires. Donc, il y a toujours une bonne raison finalement de maltraiter l'enfant et c'est ça qui devient pervers. C'est qu'en donnant une raison, bah, les parents, les adultes, arrivent à faire du mal à l'enfant. Alors une phrase qui fait du bien et qui résume un peu votre position dans ce livre, je vous cite: «Il est vraiment temps de nous réveiller et de laisser agir notre instinct de protection. Nous sommes normalement programmés à protéger nos petits, quoi qu'il nous en coûte». Pensez-vous que les parents n'ont pas rempli pleinement leur rôle de parents Oui, finalement? les parents, les adultes, l'institution, notre rôle, c'est de protéger, les plus vulnérables, dont les enfants, évidemment et encore une fois, on a abîmé leur potentiel et on abîme leur potentiel, tous les jours donc c'est nécessaire de faire autrement. Quand j'entends qu'il faut rétablir des limites et poser un cadre, très dur à l'enfant désormais, juste après cette période, sanitaire, je ne comprends pas. Là, on devrait être dans une période où on doit réparer leurs traumas, prendre soin d'eux. Aucune cellule, de crise psychologique n'a été mise en place, après les confinements ou suite à tous ces protocoles sanitaires. On ne leur a pas du tout fait d'espace, de parole. On va à présent parler d'éducation, Sonia Delahaye. Pourquoi éduque-t-on les enfants? Bah, justement, ça c'est une question que je pose souvent dans mes conférences ou, auprès des parents quand je les reçois en consultation. Et bien tout le monde me répond la même chose, donc là, on arrive à se mettre d'accord, là-dessus. C'est pour développer, de belles valeurs en fait, de belles qualités, humaines. Alors souvent ce qui revient, c'est, l'envie de transmettre, le respect, de soi, le respect de l'autre, de développer l'empathie chez l'enfant, la curiosité, l'esprit critique, l'envie d'apprendre, d'entreprendre. Voilà, donc pour moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'éducation doit servir à ça. Et donc pour, développer, ces belles valeurs, on met en place, surtout en France, des outils éducatifs
telles que les humiliations, les mises au coin, l'isolement, qu'est-ce qu'il y a encore? Les fessées, parfois les gifles, la stigmatisation. Quand on met en place à l'école, des codes couleurs de comportement, voilà, c'est de la stigmatisation. Comment, moi je m'interroge, comment ces outils, qui font si mal à l'enfant sont censés, développer ces belles valeurs? Des outils qui abîment la confiance en soi, qui abîment, la confiance, en l'autre, et qui ne permettent pas à l'enfant de devenir un adulte, épanoui à mon sens. Alors là, on est plutôt sur le système éducatif que vous remettez, en question. Et ce système éducatif, finalement, il n'a pas vraiment évolué depuis des décennies. Il a toujours été, heu, presque intact. Oui, basé sur la soumission et la domination de l'enfant, mais comme je disais tout à l'heure, on est juste passé, des châtiments, physiques aux châtiments psychologiques. Alors nous, on n'a pas connu les châtiments physiques à l'école, mais ça, c'était peut-être, dans les années avant Ouais, dans les 70? années, Avant oui, 70 oui, oui, peut-être? tout Oui. à fait. Nous, on n'a pas connu, Non. on n'a pas connu ça. Mais qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui serait, possible de faire, en tout cas dans le milieu scolaire, avant qu'on parle de l'éducation des parents, qu'est-ce qui serait juste de faire pour les enfants? Alors, il y a plein de choses, incroyables et chouettes à faire. En fait, déjà, je pense qu'il faut déconstruire, notre représentation, de l'éducation et de l'enfant et se former un peu plus, au développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui manifeste un comportement qui dérange, n'est peut être le signe en fait, d'une grande souffrance. Enfin, il y a un besoin derrière chaque comportement de l'enfant. C'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre à décoder ses besoins, de lui apporter en fait les ressources qui lui manquent, puisque quand un enfant montre un comportement compliqué, c'est qu'il n'a plus les ressources pour faire autrement. Donc lui apporter des ressources, lui proposer, un retour au calme, voir si, peut-être, il y a quelque chose qui est compliqué à la maison, peut-être qu'il a besoin d'en parler à un adulte, de référence et puis, oui, de donner la parole à l'enfant pour qu'il puisse, exprimer ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, vous comprenez bien, par exemple, si on reste sur le système éducatif et l'école notamment, un enseignant qui a entre 28 et 30 élèves, eh bien pour lui, c'est assez compliqué de s'intéresser, qu'à un seul élève, Bien sûr. et puis soit il ne peut pas, soit il ne voit pas, c'est très compliqué. Oui. Alors je pense qu'en effet, l'éducation, nationale, n'aide pas les enseignants à développer, hem, de la bienveillance, envers les enfants, puisque les enfants sont entassés à 30 par classe. Évidemment, l'enseignant va être tenté de mettre en place, une autorité, très dure, pour que sa classe, reste silencieuse, par exemple. Et puis aussi, les enseignants ne reçoivent pas de cours, sur la communication non violente, ou sur tout ce qui est, développement affectif ou cognitif de l'enfant. Donc forcément, ces manques-là, participent, à ce que les enseignants aillent vers de la violence éducative. Mais en même temps, ça prend quand on est un peu formé, ça ne prend pas plus de temps et on en gagne même à être, attentif et à proposer, des espaces de parole aux enfants. Enfin, plutôt que de les stigmatiser à la fin de la journée en leur demandant, de quelle couleur, ils étaient aujourd'hui et de leur dire: «Bah non, j'estime que tu étais rouge, donc en fait tu seras puni, toi tu étais vert donc tu auras un privilège». Je pense qu'on peut, se poser quand j'interviens parfois dans des écoles, privées notamment, je leur donne des outils comme, la réglette de l'humeur où on va tous se poser, faire, quelques minutes de méditation, voir comment on se sent, quelles sont nos émotions et puis sur cette réglette de l'humeur, on va pouvoir mettre entre 0 et 10 où est-ce que chacun se sent et on peut d'ailleurs commencer la journée comme ça pour avoir une idée un peu de l'ambiance générale et savoir si, s'il y a des gens qui sont particulièrement sensibles aujourd'hui, si l'enseignant aussi n'est pas très en forme, que l'élève, sente qu'il doit aussi faire attention, à l'enseignant, aux autres élèves. Enfin ça, ce sont des outils très intéressants qui prennent moins de temps que les outils utilisés qui stigmatisent, l'enfant avec les tableaux de comportement, par exemple. Alors vous êtes partisane, de la CNV, c'est donc la Oui, communication, non violente, qui peut s'appliquer donc à la fois à l'école, mais aussi à la maison. oui. Sur quels principes se base-t-elle? Et ensuite,
quelle lacune la CNV vient-elle combler? Alors la communication non violente, c'est passionnant, ça a été créé par, Marshall, Rosenberg qui est décédé depuis 2015, mais qui a réussi à régler même des conflits d'ordre géopolitique, donc c'est vraiment, très puissant comme approche. C'est l'idée de maintenir le lien, quoi qu'il arrive. Même si on se sent agressé par l'autre, c'est décider de voir chez l'autre un besoin, une souffrance, plutôt que d'entendre un reproche et une critique. Donc à partir de là, ça permet, vraiment de se rapprocher de l'autre et ça permet d'être connecté à ses émotions. Donc la communication non violente, explique que c'est important, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, de rapidement l'analyser et puis de faire, une demande claire à l'autre, plutôt que de lui faire une critique. Alors ce qu'explique Marshall Rosenberg, c'est qu'on est né avec le langage girafe. La girafe, ce serait l'animal au plus grand cœur et on a appris par l'éducation le langage chacal. C'est-à-dire qu'on a appris à exprimer ses besoins sous forme de reproches et de critiques. Donc, par exemple, un parent qui va entendre de la part de son enfant, tu es méchante maman», parfois va dire: «Bah, tu vas voir ce que c'est qu'une maman méchante, je suis pas méchante» et cetera. Et ben, à la place, la communication non violente va dire: «Bah, excuse-moi mon chéri, je t'ai dit quelque chose qui t'a blessé». Parce qu'en fait, quand l'autre en est à vous dire: «Tu es méchant», c'est qu'il a été blessé par quelque chose. Donc ce qui compte, c'est de maintenir le lien, toujours, et de ne pas chercher à se défendre, d'une critique ou d'un reproche, mais de se dire: «Tiens, c'est intéressant, si l'autre me fait un reproche, il livre toujours quelque chose sur lui-même». Alors c'est très intéressant l'exemple que vous venez de donner parce que finalement ça montre en fait le quotidien de tout parent, est-ce que ça découle pas, enfin ces réflexes là, de répondre de cette manière, est-ce que ça découle pas de croyances limitantes finalement qui sont propres à chacun? Parce qu'on a tous une éducation, bien sûr différente, mais qui se rejoignent, plus ou moins, et donc quand on a face à nous un autre enfant qui dit: «Maman, tu es méchante», Ouais. bah, la première impression, c'est de prendre pour soi, en fait, Exactement. cette, D'en faire une voilà. affaire personnelle, ouais. Bah, là, ça rejoint aussi les accords, Toltec, livre très, très connu qui est très intéressant, où un des accords Toltec pour être heureux, c'est ne jamais en faire une affaire personnelle et c'est ce que je recommande aux parents, d'avoir toujours cette petite phrase en tête, de se dire, «Je n'en fais pas une affaire personnelle, il se passe quelque chose chez l'autre lorsqu'il me dit ça» et pourquoi on prend les choses si mal? C'est aussi parce que, notre ego, notre estime de soi, a été aussi fragilisé. Depuis tout petit, on a entendu, des critiques, on a entendu qu'on n'était pas à la hauteur et je pense que quand on parle d'amour inconditionnel, finalement, c'est assez rare, de montrer à son enfant qu'on l'aime de manière inconditionnelle. Parce que quand, il y a du chantage, de la menace, des gommettes de récompense, des choses comme ça, on montre bien qu'on l'aime sous certaines conditions. Du coup, quand on reçoit une critique une fois adulte, on ne peut pas l'entendre, en fait. On se sent complètement attaqué, dans sa personne et on essaye de s'en défendre. Or, c'est intéressant de se dire: «Non, l'autre est en souffrance quand il nous fait une critique». Alors est-ce que la CNV n'a pas aussi des limites et ne culpabilise pas justement les parents sur, notre éducation finalement à chacun, et on se dit: «Ah mince, là je fais mal en fait, là Mmh. je n'agis pas bien en fait parce que j'ai pas suivi, ce que normalement j'aurais dû faire avec la CNV, avec la communication non violente». Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une manière de Bah, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser cette question autour de la culpabilité. La notion de culpabilité, en fait, je l'entends régulièrement chez les parents suite, aux émissions que je peux faire. Je lis les commentaires et cetera. Je vois qu'on parle: «Attention, ça va nous culpabiliser». C'est bizarre parce qu'on n'entend pas ça, dans d'autres domaines. Quand on parle de parentalité, quand j'essaye de transmettre des connaissances là-dessus, oui, c'est ce qui ressort. Attention, on va culpabiliser les parents. Mais dans d'autres domaines, si on transmet des connaissances, on a l'impression qu'on culpabilise pas tant que ça les gens. Mais les parents se sentent, oui, très vite culpabilisés. Bah, je propose d'être à l'aise avec ça, en fait, avec la culpabilité. C'est quelque chose, qui est plutôt sain. Ça veut dire qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, on commet des choses qui potentiellement peuvent avoir des dégâts
sur le développement de l'enfant. Donc c'est intéressant de le savoir quand même. C'est bien de transmettre ces connaissances aux parents. Enfin, moi, je trouve ça nécessaire. Et à contrario, est-ce que justement cette éducation positive ne présente pas des limites? Est-ce qu'elle serait pas trop permissive jusqu'à en faire des comportements, à provoquer des comportements chez les enfants jusqu'à ce qu'ils en deviennent, en fait, on parlait d'enfant roi tout à l'heure, vous Oui. parliez d'enfant roi, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de Mmh. voir devenir son enfant, bah, ce qu'on appelle l'enfant roi? Alors moi, je vais vous répondre en vous expliquant l'approche que j'ai développée peut-être. Donc j'ai développé, une approche, psychologique, assez simple, de manière à ce que les parents, s'y retrouvent. Parce que c'est vrai quand on parle de neurosciences ou d'éducation positive, les parents ont l'impression qu'on va juste dire oui à tout à l'enfant, sourire et être gentil et pas poser de règles, que j'appelle des règles de protection. Or, c'est essentiel de poser des règles, à l'enfant pour le protéger. Ce que je vois, c'est plutôt, une éducation en général que j'appelle, traditionnelle basée sur la notion d'obéissance. Donc, l'obéissance repose toujours sur la peur, hein. La peur de perdre de privilèges, la peur, de ne plus être aimé, la peur, d'être puni, sanctionné et cetera. Donc l'éducation traditionnelle, qu'on imagine beaucoup plus stricte, ne l'est pas en réalité. Elle est basée sur des règles de domination, mais tout ce qui va être règles de protection telles que attention, pas trop d'écran, pas d'écran avant 6 ans, parce qu'on sait maintenant que c'est pas avant 6 ans, ou bien prendre sa douche tous les soirs, ou faire attention à son alimentation, ne pas donner des produits ultra transformés à ses enfants. Être présent aussi dans tout ce qui est, sécurité physique, intervenir vite. Tout ça, on le voit pas forcément, mais on a l'impression d'offrir une éducation stricte à son enfant parce qu'on pose des règles de domination, de menaces, de chantage, de punition, de séquestration dans la chambre et cetera. Ce que je propose en fait, c'est, une approche éducative ultra bienveillante avec 5 règles, de protection, sur lesquelles on va être cohérent, en permanence. Donc règles sur les écrans, sur l'alimentation, l'hygiène, le sommeil et la sécurité physique. Et on voit que finalement, les parents sont peu stricts, sur ces domaines-là, mais beaucoup plus stricts sur la forme, mais pas sur le fond. Donc Alors les règles c'est-à-dire? Alors ouais. ça m'intéresse, c'est-à-dire? Donc les règles varient en permanence dans la plupart des foyers, et l'acte qui est posé sur l'enfant n'est pas posé en fait, la règle qui est posée pour l'enfant n'est pas posée pour répondre aux besoins de l'enfant, mais aux besoins du parent. Par exemple, si on prend l'exemple des écrans. Donc les écrans pendant le confinement, bah, les enfants ont eu le droit aux écrans pendant le confinement parce que ça a arrangé le parent pour télétravailler. Donc j'ai été concernée, hein, j'ai fait autrement, donc c'est possible, de faire autrement. Ça demande de voir les choses, très clairement, c'est-à-dire de se dire: les écrans, si, on est suffisamment formé sur le danger des écrans sur le cerveau de l'enfant, on reconnaît que c'est une drogue, que c'est de la cocaïne et on en donne sous aucun prétexte, même si on est en télétravail. Or ce qu'on voit, c'est que si on est en télétravail, si on a 8 heures de voiture, si on a besoin d'être tranquille au téléphone, on va mettre l'enfant devant l'écran. Et puis si tout d'un coup l'enfant n'a pas été gentil avec mamie, bah on supprime l'écran. Et puis si tout d'un coup on se dit: «Ah bah non mince, c'est pas bon pour le cerveau de l'enfant», bah pas d'écran. Et comme, nos arguments ne tiennent plus, on va tout simplement dire: «Parce que c'est moi qui décide. C'est comme ça, c'est pas autrement». Mais donc les règles changent en permanence en fait, dans l'éducation traditionnelle. Donc ce que je propose, c'est plutôt une éducation bienveillante, mais avec des règles vraiment fermes qui ne bougent pas. C'est 0 écran, ça ne fait pas partie de la vie de l'enfant, en tout cas jusqu'à 6 ans, et ensuite de manière assez exceptionnelle. Mais tout acte qui doit être posé sur l'enfant doit être posé pour répondre à ses besoins à lui, et pas pour le besoin du parent. Alors ce serait quoi, par exemple, dans le cas des écrans? Parce qu'on en voit de plus en plus, des enfants qui sont même dans les transports en commun avec un téléphone portable parce que, comme ça le parent, bah, il est tranquille. Et qu'est-ce qu'on fait si l'enfant insiste? S'il commence à crier, s'il commence à s'énerver, Oui. qu'est-ce qu'on fait dans ce Alors cas-là? déjà, l'enfant, il insiste, il crie parce qu'on l'a habitué.
Donc déjà, si on n'a pas mis ça en place, ça n'existe pas. Alors, on prend le cas d'un parent, voilà, là, on est dans le cas extrême, qui n'a rien fait, Voilà. qui s'est laissé envahir finalement. Ou par exemple dans une garde alternée où il y a un parent qui permet et l'autre qui ne permet pas. Donc c'est se dire de rester ferme sur sa règle de protection en disant, écoute, moi je sais que c'est mauvais pour toi. Je suis un guide protecteur. On peut dire à l'enfant, je suis un guide protecteur. Je ferai en sorte de protéger ton développement, en fait, ton potentiel. Donc, c'est non. En fait, c'est non. Je ne vais pas te donner d'écran. Par contre, on peut proposer plein d'alternatives. Donc, les parents peuvent être très créatifs parfois dans les punitions. Donc, je pense qu'ils peuvent être très créatifs aussi dans ce qu'on peut proposer à un enfant. Un bébé, un jeune enfant n'a rien à faire avec un téléphone dans sa poussette. Donc, on peut lui proposer un livre, on peut s'adresser à lui, lui sourire. Si déjà on range tous nos téléphones et qu'on sourit aux enfants, ils réclameront pas eux aussi d'utiliser ces appareils qu'on utilise en permanence devant eux. Ça s'appelle la technoférence. J'en parle dans mon 2e livre, qui sortira en avril. Donc, je parle de toutes ces règles de protection qui sont importantes de poser aux enfants. Mais pour ça, ça demande d'être convaincu en tant que parent. Et c'est pour ça que dans mon livre, pour chaque chapitre, j'explique scientifiquement les dégâts sur le développement de l'enfant si on n'applique pas ces règles de protection, en fait. Ça demande d'être convaincu, mais ça demande aussi de s'investir finalement. C'est-à-dire qu'en tant que parent, oui. C'est à nous de nous investir Exactement. Dans l'éducation de nos enfants. C'est notre rôle, il me semble que c'est notre rôle. J'aimerais vous faire réagir au propos d'un homme que vous connaissez certainement. Il est journaliste polémiste. Il s'appelle Yann Moix. Il n'a pas d'enfant, mais par contre, il ne supporte pas du tout les enfants rois, on va dire, ce qu'il appelle les enfants. Et il dit qu'en ce moment, il rencontre beaucoup d'enfants qui sont abjects, je le cite, abjects, tonitruants et tyranniques. Ok, alors, il faut savoir que oui, l'enfant roi, pour moi, n'existe pas. C'est un enfant qui va être négligé, c'est-à-dire qu'on n'a posé aucune règle de protection. Par exemple, on laisse l'enfant tout faire, vraiment tout ce qu'il a envie de faire, on le laisse. Donc, il veut un paquet de chips, devant des heures devant la télé, pas de problème. Il a pas envie d'aller se coucher, pas de problème. C'est un enfant qui est délaissé, c'est pas un enfant roi pour moi. Et puis, tous ces enfants qui peuvent présenter, bien sûr, il y en a qui vont cracher sur leurs parents, qui vont insulter des gens, qui vont se comporter de manière, très dure avec les autres, qui vont frapper d'autres enfants. Eh bien, à chaque fois qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de vie de cet enfant, c'est un enfant qui a vécu des événements souvent traumatiques, qui a été en grande souffrance. Donc en fait, c'est juste pour moi un signal d'alarme en fait, de se dire attention, qu'est-ce que cet enfant vit chez lui, qu'est-ce qu'il a vécu et comment on peut le réparer. Et c'est en étant empathique envers les enfants qu'ils vont être empathiques envers le reste de la société. Donc, je ne pense pas du tout qu'en prenant soin des enfants et en posant des règles de protection, on puisse faire des enfants qui ont un comportement insupportable comme il peut le dire. Donc, la prochaine fois, au lieu de stigmatiser les enfants, il faut fouiller. Entre guillemets, rois, voilà. Ouais, il faut chercher qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien. Il y a forcément... Ce qui est sous-jacent, quoi. Bien sûr, on ne devient pas comme ça par hasard. Alors, on va parler d'une consoeur à vous, Caroline Goldman, qui est psychothérapeute et qui, elle, décrit cette éducation positive. Alors, en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle, Ce qu'elle préconise, c'est aussi d'imposer des règles, finalement, d'imposer des règles, un cadre à l'enfant. Pour quelle raison vous n'êtes pas d'accord avec elle? Parce qu'elle ne propose aucun cadre, justement. Elle propose juste des règles de domination et aucune règle de protection. À aucun moment, elle n'évoque l'alimentation, le sommeil, les écrans. C'est assez arbitraire. Alors si, les écrans, si. Alors elle a des podcasts, Caroline Goldman, où elle traite dans chacun de ses podcasts un thème. Elle prend un thème, donc les thèmes sont divers et variés. Alors ce qu'elle rappelle, elle rappelle que l'éducation des enfants doit s'articuler autour de 3 principes sur lesquels elle se base, celui de l'amour, de donner du sens et de poser des limites éducatives. Elle insiste sur les désobéissances typiques de l'enfance et combien il est important pour les enfants de rappeler les valeurs et de montrer le bon chemin à son enfant. Ça,
Oui. Les mots qu'elle emploie sont très beaux, hein, sauf que dans la réalité, quand vous lisez son livre File dans ta chambre, c'est bien différent des podcasts qu'elle peut proposer. C'est-à-dire que tout ça est très enrobé, mais finalement, elle parle quand même d'isoler un enfant de 10 mois parce que il jette quelque chose par terre à plusieurs reprises, ou qui coupe la parole, parce qu'elle parle de choses comme ça dans son livre, à 10 mois. C'est vraiment méconnaître le développement de l'enfant. Et imaginez enfermer un enfant de 10 mois dans une chambre. On le plonge dans une détresse émotionnelle complètement dingue. Donc, elle propose, dès que on n'est pas content d'un comportement, de réagir très vite et du coup d'envoyer l'enfant dans sa chambre. Mais enfin, ça se saurait si l'enfermement permettait de révolutionner l'éducation et d'amener la paix dans le monde, ça se saurait quand même. C'est un peu simple, c'est un peu simpliste comme réaction. Mais pourtant, c'est une phrase qu'on a tous entendue et qu'on a File dans peut-être, ta en tant chambre. que parents, on a tous prononcé, voilà, Oui. le fil dans ta chambre, quoi. Alors, mais ça, alors, on peut proposer à l'enfant d'aller se ressourcer dans sa chambre. On peut lui dire, écoute, là, ça m'arrive également avec mon fils, écoute, là, c'est compliqué pour moi, pour nous deux, on prend chacun un temps, on se retrouve plus tard et tu joues dans ta chambre, tu prends tes livres, ou on peut aller avec l'enfant aussi, se ressourcer avec lui, prendre un bouquin, voilà, se dire, bon, bah là, on va se faire du bien parce qu'on se sent pas bien tous les deux, on va faire une pause, en fait. Mais c'est pas ça qu'elle propose. Ce qu'elle propose, c'est vraiment que l'enfant, de force, le forcer à aller dans sa chambre, refermer la porte, et s'il tente de sortir, lui dire: «Tu prends 20 minutes de plus». Donc imaginez si quelqu'un vous dit ça, c'est une séquestration mentale. On vous demande de rester dans une pièce, sinon vous allez rester encore plus longtemps dans cette pièce-là si vous vous débattez. Enfin, c'est ça qui est pervers. Et tout ça avec le sourire, sans taper l'enfant. Elle précise bien qu'il ne faut évidemment pas taper l'enfant, que ça c'est très mauvais pour son développement psychique. Mais elle dit aussi que la nuit, si l'enfant à partir de 5 ans continue à faire pipi au lit, il faut le punir le lendemain matin. Évidemment, ça va pas être le soir même puisqu'il est déjà dans sa chambre, donc elle va pas l'enfermer dans sa chambre. Mais le lendemain, il faut poser une sanction parce qu'à 5 ans, elle estime que sûrement l'enfant fait exprès, en fait. Donc, il y a rien de pire pour bloquer un enfant, en fait, psychologiquement. Donc je trouve ça terrible, au contraire. Ce sont des règles de domination et elle parle clairement, elle dit: «Il faut intimider l'enfant» et que le rôle du père est d'intimider l'enfant et de permettre à la mère de se couper de son empathie pour réussir à éduquer son enfant. Il faudrait ne plus avoir d'empathie pour éduquer son enfant. Mais je propose tout l'inverse, qu'on reste empathique, qu'on essaye de décoder en fait les comportements de l'enfant, de voir ce qui se cache derrière un comportement qu'on juge inadapté. Mais ça peut être nous aussi qui avons vécu une mauvaise journée et du coup on prend tout mal. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec elle, en effet. En tout cas, c'est dit. Voilà. Alors, Sonia Delahaye, vous exercez en région parisienne et je l'ai Oui. dit dans votre présentation, vous êtes la fondatrice du Centre Chrysalide, dont vous dites que l'approche a été conçue afin, je cite, que chaque parent, chaque éducateur soit vu par l'enfant comme un guide protecteur et que les actes et les règles de vie soient posés uniquement pour répondre aux besoins de l'enfant. Tout Vous à pouvez fait. nous en dire un peu plus? Bah, c'est ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, donc avec l'approche que j'ai développée. Mais donc dans ce centre, donc Déjà, pourquoi vous l'avez nommé Chrysalide. Chrysalide? Bah, c'est une jolie histoire. C'est un enfant en fait qui m'a donné l'idée de ce nom-là. Mais à la base, je cherchais un nom qui puisse faire le lien entre l'enfant et l'adulte, l'évolution, et je voulais aussi qu'on se sente très bien dans ces lieux-là, que ce soit très très bienveillant. Et donc l'idée de cocon. Enfin, je trouvais ça intéressant, l'idée d'offrir un lieu dans lequel on peut revenir, dans lequel on peut évoluer, réfléchir, mais on peut revenir aussi dans ces lieux-là dès qu'on en a besoin, en fait. Et c'est comme ça que j'imagine l'éducation, c'est-à-dire des parents qui permettent à un enfant, qui accompagnent l'enfant dans son évolution, parce que l'enfant est programmé à se développer de manière optimale, à condition que son environnement soit adapté à ses besoins, en fait. Et donc, si l'enfant baigne dans un environnement
agréable, à l'écoute de ses besoins, qui s'ajuste à lui, il va se développer parfaitement bien. Donc, l'image pour moi d'un parent bienveillant, c'est un parent qui accompagne l'enfant dans son évolution, donc sans entraver son développement, et qui va lui donner envie aussi de pouvoir quitter le nid, le cocon, mais de revenir à chaque fois qu'il en aura besoin. Et que du coup, le lieu dans lequel il a été éduqué reste ancré en lui comme un lieu ressource dans lequel il peut revenir voilà, pour se ressourcer, pour se réfugier, pour retrouver du réconfort. Donc le nom Chrysalide vient de là, de l'idée de l'enfant qui se développe et du parent qui est contenant en fait, psychiquement, affectivement et qui est protecteur. Et donc Chrysalide, c'est un enfant qui, pendant que je cherchais le lien entre l'enfant et le parent, un enfant dans des tests de personnalité m'a dit: «Je vois des chrysalides» et donc tout de suite je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, c'est le mot que je cherche». Et vous répondez à quelle sorte de demande? Alors je reçois autant des adultes, que des enfants. Je reçois des enfants, mais aussi des parents, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent pour un soutien à la parentalité. Je reçois toujours, les parents dans un premier temps sans l'enfant, pour qu'ils puissent, m'exposer un peu la situation et qu'on réfléchisse ensemble vers quoi on se dirige. Soit vers, un soutien à la parentalité, soit vers un suivi, pour l'enfant. Et pour les adultes, qui viennent, pas forcément pour leur enfant, des adultes qui n'ont parfois même pas d'enfants, eh bien, c'est de travailler sur leurs ressources beaucoup, de pouvoir, écouter justement, leurs souffrances qu'ils ont vécues enfants, pouvoir se reconnecter à cet enfant intérieur pour ensuite, dépasser cette souffrance et essayer d'être plus épanoui, au quotidien. Donc, je travaille sur les ressources avec les adultes et puis ce qui est intéressant, c'est de faire le lien du coup avec les enfants et de proposer aux parents, justement d'avoir certaines connaissances de manière à ce que ça fasse pas des enfants plus tard qui aient besoin aussi d'aller en psychothérapie, quoi. Est-ce que vous recevez également des patients qui ont vécu de graves traumatismes au cours de leur vie? Oui, bien sûr, je reçois, vraiment, de tout, mais ensuite, évidemment du bouche à oreille, comme je commence à beaucoup m'intéresser à l'éducation, c'est plutôt des sujets autour de l'éducation, beaucoup au sujet des colères de l'enfant vers 2 ans et demi, 3 ans. Encore hier, des parents qui venaient pour un enfant de 3 ans, je leur dis: «Est-ce que c'est pour des colères?» Ils m'ont dit: «Ah bah oui, comment vous savez?» «Bah oui, parce que le cortex préfrontal à 3 ans est encore totalement immature et en même temps, il apprend tellement de choses à cet âge-là que bah, son amygdale cérébrale en fait déborde émotionnellement et il n'arrive plus à faire face à tout ça et donc les larmes ou les colères vont permettre à son corps de se libérer du stress et donc les parents se sentent souvent démunis face à ces colères ou ces pleurs, mais je leur explique que ce sont des manifestations qui sont nécessaires. Dans les larmes, on a retrouvé d'ailleurs l'hormone du stress. Ça montre bien que c'est adaptatif et que ça permet à notre corps de se libérer, donc il faut s'autoriser à pleurer, même en tant qu'adulte. Quels conseils, pourriez-vous donner aux parents ou aux futurs parents d'ailleurs? Alors, je leur donne le conseil de faire attention aux conseils des professionnels, de se dire que si un psychologue en fait, ou un professionnel, vous guide dans la voie de la domination envers votre enfant, bah, fuyez. Dès qu'on vous parle de tableau de comportement, de punition, de récompense, fuyez. Un psychologue n'est pas là pour ça. Il est là pour vous apprendre à décoder les comportements de l'enfant et puis à prendre soin de lui. Donc quand vous sortez d'une consultation auprès d'un psychologue, vous devez sentir que vous aimez votre enfant et que vous avez envie de bien vous en occuper, d'être à l'écoute de ses émotions et pas d'enfiler vos gants de boxe et de gagner la partie, en fait. Donc, je leur conseille, d'acheter mon livre, d'acheter le deuxième où je parle, des 5 règles de protection, d'être, vraiment très clair et cohérent auprès de l'enfant, de prendre soin de lui à travers ces 5 règles, donc que je répète sur le sommeil, savoir exactement,
à partir de quel âge, combien d'heures, l'enfant, doit dormir, comment fonctionne le sommeil chez l'enfant, l'alimentation, qu'est-ce qui va déclencher des colères chez l'enfant? Parce que l'alimentation peut modifier, l'humeur, en fait, notamment le sucre, donc c'est intéressant de se former sur tout ça. Les écrans, évidemment, on en a parlé, font d'énormes dégâts, et puis être toujours cohérent sur les règles d'hygiène et être très attentif sur la sécurité physique. Donc voilà, avec ces 5 règles-là, déjà, on est normalement à l'aise pour offrir une éducation bienveillante et très, cadrante, protectrice pour l'enfant. On est équipé. Vous êtes équipés, normalement. Merci beaucoup Sonia Avec Delahaye d'avoir plaisir. été notre invitée. Avec plaisir, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Ils n'en sont pas morts, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants aux éditions Exuvie. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec plaisir, merci. En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention. Seuls vos dons libres et vos abonnements pour bénéficier de programmes exclusifs sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors pour que perdure l'aventure, soutenez-nous. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci.